Bonjour à tous, bienvenue dans cette session sur Docker et la mise en production d'applications sur Docker. Je ne vous vois pas très bien, hein, il y a les projecteurs, donc n'hésitez pas à faire des grands gestes si vous avez besoin d'intervenir. Je suis Stéphane Voilez, je suis en charge de l'avant-vente de Docker pour la région Europe du Sud. Je couvre la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ça fait 2 ans que je travaille pour Docker. Avant Docker, j'ai occupé différentes fonctions, notamment chez Microsoft il y a une dizaine d'années, pour démarrer le business d'Azure sur la région France. J'aurais bien aimé appeler cette présentation « Arrêtez de bricoler avec Docker si vous voulez faire de la production ». La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'en fait, j'ai eu l'idée de cette présentation il y a à peu près 1 mois et demi lorsque j'ai emménagé dans une nouvelle maison. Et vous savez, on regarde tous un peu dans quel endroit on arrive, s'il y a du bricolage à faire ou pas, s'il y a des gros travaux à réaliser. Et j'ai fait ce que vous avez tous fait en fait. J'ai fait un petit tour chez moi, enfin chez mon nouveau chez moi, pour regarder un peu et puis essayer de voir les bricolages à faire. J'ai regardé l'électricité et j'ai vu des choses comme ça. Donc là, c'est plutôt pas mal, une prise plutôt bien faite, bien posée. Mais cette prise-là, elle n'est pas toute seule. Il y a plein d'autres prises qui ont été installées par l'électricien qui est venu chez moi. Dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le sens des prises, mais avec la terre en bas, vous avez le fil qui part en l'air. Et il y a une bonne vingtaine, trentaine de prises comme ça chez moi. Mais ce n'est pas le mieux. J'en ai trouvé une autre qui était vraiment la meilleure de toutes. Et celle-là, elle est vraiment très très bien posée. Et donc, je me suis dit, l'électricien qui est venu chez moi, il a beau connaître son métier, soit il n'avait pas beaucoup d'expérience, soit il a vraiment bâclé son travail. Bref, c'était un peu un bricolo. J'ai pensé que c'était l'ancien propriétaire de la maison qui avait bricolé un peu tout ça. Et l'idée est venue en fait parce que depuis 2 ans que je suis chez Docker, on travaille beaucoup sur des mises en production de plateformes de containers chez différents clients. Vous voyez ici une liste non exhaustive des 600 clients à peu près qu'on a autour du monde qui ont déployé Docker en production. Et comme vous devez bien vous en douter, il y a tout un tas de méthodologies, d'outils à prendre en compte pour pouvoir déployer une technologie en production. Et ça n'a rien à voir avec l'idée, les tests qu'on peut faire de ce type de technologie sur son poste, chez soi, avec un outil qui est fourni par l'open source. Et donc, pendant cette présentation ce matin, les 30 minutes qu'on va passer ensemble, on va parler de 2 thèmes. Le premier thème, c'est les outils en fait, dont je vais avoir besoin pour aller en production. Et à nouveau, on va revenir sur les bricolos, là, les bricoleurs du dimanche, pour essayer de comprendre qu'un outil, il doit être vraiment adapté à la production, il doit être vraiment adapté à l'usage que j'en fais. Donc si je reprends mes amis bricoleurs dans le monde de la construction, on peut s'apercevoir qu'il y en a un certain nombre qui font un usage d'un certain nombre d'outils pas vraiment adaptés à ce qu'ils veulent faire. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous voyez très bien au fond, j'aime beaucoup tout à droite de l'écran les 2 gars qui essayent de maintenir une voiture là, sur 2 tables. En fait, c'est des images rigolotes, mais c'est vraiment pour vous montrer, pour que vous ayez en tête cette idée que l'outil doit être adapté à l'usage que j'en fais. Si je vais maintenant dans le monde du container, vous allez vous apercevoir, et on s'en est aperçu pendant ces 2-3 années là, de mise en production, qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont communes dans le monde du développement que vous faites tous, qu'on fait tous avec du container, avec un outil Docker, sur son poste de travail, sur son poste de développeur, et qui sont des pratiques qu'il ne faut surtout pas faire en production. Je vous en cite un certain nombre. Par exemple, pour démarrer un container, sur son poste, on fait toujours un Docker run pour exécuter son container. Voilà, typiquement, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas du tout en production. On exécute très rarement, voire jamais, un container seul dans un cluster de production parce qu'on met en péril la haute disponibilité de ce container. On déploie toujours un container en production derrière un service, derrière un load balancer. Ça permet en fait de pouvoir faire une mise à jour du container sans arrêt de service. Ça permet de pouvoir laisser à l'orchestrateur
la possibilité de travailler sur la disponibilité du container. Donc jamais, jamais il faut faire un Docker Run en production. Il y a plein de gens qui aiment beaucoup faire de la persistance, bien que les containers Docker, comme vous devez le savoir, sont des bestioles stateless en fait. Il n'y a pas de stockage persistant dans un container. Pourtant, on en a besoin de temps en temps de cette persistance. Et on apporte cette persistance en montant, un peu comme de la machine virtuelle, en montant en fait des volumes externes persistants, comme je le ferais avec des machines virtuelles avec des LUN en fait que je vais monter sur des VM. Bon, là c'est des volumes, ce qu'on appelle des volumes. Et sur son poste de développeur, tout le monde monte un de ses répertoires locaux sur le container pour récupérer un certain nombre de fichiers, installer des choses. Et j'ai vu certaines personnes monter en fait des répertoires locaux sur des containers pour faire de la persistance. Sauf que, en production, on ne travaille pas sur un engine standalone tout seul dans son coin. En production, on est sur un cluster et on ne sait pas a priori sur quel nœud on va s'exécuter. Donc imaginez que mon container soit schedulé par l'orchestrateur sur le nœud 5 du cluster. Alors, je monte mon répertoire local. Je commence à travailler, je stocke des fichiers, un problème arrive, il faut rescheduler le container et l'orchestrateur décide qu'il y a peut-être plus de place, plus de puissance sur le nœud 10 et schedule à nouveau mon container sur le nœud 10. J'ai perdu toutes mes données qui restent sur le nœud 5 en local. Donc là, c'est aussi typiquement le genre de choses qui arrivent des fois en production, mais qu'il ne faut surtout pas faire. Beaucoup de gens aiment pouler des images du hub, et c'est vrai que c'est très intéressant sur ce hub. Il y a énormément d'images de containers divers et variés. On trouve à peu près tout ce dont on a besoin. Malheureusement, c'est le genre de choses qui est totalement ou très rarement possible en production. Je connais très peu de productions pour lesquelles les serveurs on-prem ont accès au hub. Parce qu'en fait, tous les déploiements de containers Docker ne se font pas forcément sur le cloud public. Il y a beaucoup de déploiements de production qui se font on-prem sur des data centers privés. Et les contraintes de sécurité dans ces data centers privés font qu'en général, on est totalement déconnecté d'Internet. Il n'y a aucune connectivité. Donc, pouler des images du hub, c'est juste impossible à réaliser en production. Et beaucoup de gens aussi débuguent leur container. C'est très pratique en fait. En faisant un exec à l'intérieur du container, je vais exécuter un shell dans mon container pour aller voir un peu ce qui se passe. Bon, là, c'est pareil, typiquement en production, personne des opérations ne vous autorisera à avoir des accès sur la prod en vous connectant en SSH sur le host pour pouvoir faire un remote exec dans un container. Donc voilà, typiquement plein de choses qu'on a tous l'habitude de faire en dev, mais qui sont impossibles à réaliser en production. Si je regarde mon engine Docker, donc si vous connaissez Docker dans sa version communautaire ou open source, vous savez que je vais installer cet engine Docker sur mon poste. En général, ça va s'installer au-dessus de mon operating system. Ça va être un Windows 10, par exemple, ou un serveur Linux ou un Mac. Et puis derrière, je vais exécuter toutes mes applications. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est la pile classique de ce qu'on appelle Docker Open Source ou Docker Community Edition. C'est une toute petite partie de ce dont j'ai besoin pour faire de la production. Pour faire de la production, j'ai plein d'autres domaines pour lesquels je vais devoir apporter des outils, des fonctions complémentaires à mon environnement. D'abord, je fonctionne dans un cluster. Je fonctionne probablement en multi-tenancy. Je ne suis pas tout seul à m'exécuter sur le cluster Docker. Et il y a des aspects de sécurité qui sont importants. Quand je parle de sécurité, on n'est pas uniquement sur de la sécurité type détection d'intrusion, mais il en faut. Vulnérabilité, c'est tout ce genre de techniques qu'il faut mettre en œuvre en production. Il y a des aspects gouvernance qu'on néglige très souvent. Et gouvernance, ce n'est pas uniquement d'authentifier les utilisateurs, de réaliser ce qu'on appelle le multi-tenancy en donnant des accès limités à chaque administrateur, à son environnement applicatif. La gouvernance, ça concerne aussi toute la partie formation, information des différentes équipes de l'entreprise pour pouvoir arriver correctement sur un cluster Docker, connaître les différences entre ce que je vais
être capable de faire sur mon poste de travail et ce que mon application va pouvoir réaliser sur le cluster Docker, étant donné les limites qui sont dues à la production. L'automatisation, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Beaucoup de questions comme qu'est-ce qui se passe si j'ai une vulnérabilité découverte sur une image de base de mon operating system ou de mon framework de développement et qu'il faut que je patch, entre parenthèses, les applications qui sont en cours d'exécution. Donc vous savez qu'en général, on ne patche pas de containers, on ne va pas se connecter sur les containers pour patcher ce qui se passe à l'intérieur. La méthode qu'on utilise, c'est de créer une nouvelle image et puis de rebuilder l'ensemble des images. Bon, il y a un certain nombre de méthodes qu'il faut appliquer pour que ça se passe correctement et en bonne entente avec les différents projets. Toute cette partie grise là, que vous voyez sur la droite de mon écran, ça constitue les outils qu'il faut mettre en place autour de mon cluster Docker pour assurer cette production. La barre du bas, on va y revenir tout à l'heure, c'est toute la méthodologie qui me permet de déployer correctement cet ensemble, c'est-à-dire ma plateforme, toute la partie chaîne d'intégration continue, toute la méthodologie à mettre en œuvre, toute la gouvernance à mettre en œuvre pour la bonne gestion de mon cluster Docker, et puis mes applications, comment je les migre dans du container, comment je les développe correctement dans ce modèle de production. Et donc chez Docker, à nouveau, on essaye d'être assez didactique sur ce qu'il faut utiliser pour pouvoir correctement déployer Docker dans différents environnements. Vous savez qu'il existe 3 versions de Docker. Une première qui s'appelle Moby, qui est le projet open source. Donc, si vous allez sur GitHub, vous ne trouverez plus de projet Docker en fait. Depuis déjà un bon moment, il n'existe que le projet Moby. Moby, c'est quoi? C'est le code source de l'engine Docker, ce qu'on appelle Containerd, plus un certain nombre d'outils complémentaires. Il n'y a pas d'engine Docker, ça ne s'installe pas sur un poste de développeur. Moby, c'est un framework de développement que vous pouvez utiliser pour apporter dans vos propres solutions de développement, dans vos propres logiciels, des solutions de gestion de containers. Ça se compile. Nous, Docker, on compile ce projet Moby dans une première version qu'on appelait avant l'open source et qui s'appelle aujourd'hui Docker Community Edition, qui est disponible dans différentes versions. Il existe une version sur un certain nombre de distributions Linux. Il existe aussi une version sur le Mac et sur le PC qui vous permettent d'avoir tous les outils Docker pour commencer à développer. Vous le savez sans doute, depuis maintenant 1 an, on supporte Kubernetes, y compris dans cette version Docker Community sur le Mac et sous Windows. Lorsque vous installez cette version-là, vous n'avez pas forcément Kubernetes d'exécuter au premier démarrage, mais dans le menu de configuration de Docker Community Edition, Docker for Mac, Docker for Windows, vous avez une case à cocher qui vous permet de préinstaller sur votre poste un mini cluster Kubernetes de manière automatique. Donc une case à cocher, apply, et ça s'installe tout seul. Voilà, donc cette version communautaire, à nouveau, c'est une version développée par Docker, designée à des fins développement. Donc il n'y a pas forcément, il y a l'isolation des containers, il y a toutes les fonctions de gestion de containers, démarrage, création, build, tout ce que vous pouvez imaginer des outils qu'on a en développement. En revanche, c'est une version qui ne dispose pas de toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire de la production. Il me manque plein de choses en fait dans cette version-là. Je vous ai parlé de sécurité, de contrôle d'accès, d'authentification. Toutes ces fonctions-là, elles sont présentes dans une autre version de Docker qui s'appelle Docker Enterprise Edition, qui elle apporte des fonctions complémentaires qui permettent en fait de solutionner tous les problèmes qu'on vient de voir juste avant. Je vous dis par exemple qu'on n'avait pas en général en production accès au hub Docker pour faire du pool d'images. Dans cette version Docker Enterprise, on fournit une sorte de hub privative sécurisé avec des fonctions complémentaires qui permettent d'assurer une gestion des images on-prem dans son environnement et d'assurer la sécurité de ces images-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ces fonctions de Docker Enterprise. Sachez que toutes ces fonctions-là, elles sont faites pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes qu'on va rencontrer dans le déploiement de plateformes de containers en production. Les outils, c'est une chose. Après, il y a la méthodologie. Vous savez bien qu'on peut avoir tout un tas d'excellents outils. Si on ne sait pas les installer correctement, si on n'a pas été conseillé correctement,
eh ben, on peut installer quelque chose qui va pas du tout fonctionner. Alors, rappelez-vous mes problèmes de prise électrique chez moi. Les prises, elles sont très bien, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est de la bonne marque, mais elles sont juste installées n'importe comment, et forcément, ça ne va pas bien se passer. Et donc, la méthodologie, c'est extrêmement important. Et Docker a travaillé cette méthodologie avec ses clients. C'est un peu empirique, en fait, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on a commencé à passer d'un environnement développement à un environnement de production, comme vous tous, on ne savait pas trop comment mettre en œuvre ces plateformes en production. On a fait aussi des erreurs dans ces premières mises en production, mais on a appris en fait de toutes ces erreurs et au fur et à mesure des différents déploiements en production, on a extrait en fait de toutes nos expériences cette méthodologie de déploiement que je vais vous présenter. À nouveau, ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez être des experts Docker. Et c'est très bien, c'est un très très bon départ. En revanche, on peut être un expert Docker dans le développement d'applications sur son poste de travail. Ça ne fait pas de nous un expert du déploiement d'applications Docker en production, parce qu'en fait, il y a tout un tas d'autres aspects qui ne sont pas liés au développement et qu'il faut que je prenne en compte. Et qu'au-delà de l'expérience qui peut être au-delà plutôt des compétences que je peux avoir dans Docker, même si je connais toutes les commandes Docker par cœur, ça ne fait pas forcément de moi le meilleur exploitant ou le meilleur architecte applicatif pour pouvoir designer une application ou designer une plateforme de production. Et il y a une grosse différence entre ces compétences très fortes et l'expérience complémentaire qu'il me faut. Si je reprends mes champions du monde du bricolage, tous que je vous montre là sur ces images, c'est des experts de leur métier. Ils savent très bien être électriciens, ils savent très bien souder mais ils n'ont pas forcément l'expérience de la mise en œuvre de leurs compétences dans différents types d'environnements. J'aime beaucoup le type du milieu, là, avec son échelle, à essayer de percer sans doute pour accrocher un quelconque détecteur. Sauf que lui, il n'a pas forcément toute l'expérience des contraintes de l'électricité. Il a son échelle dans la piscine en dessous. Et ça risque de ne pas bien se passer. Ça peut très bien se passer, mais ça risque de ne pas bien se passer tout de même pour lui. Dans le monde du container, c'est pareil. Il y a plein de choses qu'on a vues qui sont pas des très bonnes habitudes en production. Un exemple, j'ai déjà vu en fait des gens me dire je vais monter un cluster en haute disponibilité. Voilà. Donc haute disponibilité, je veux que ça soit le plus disponible possible, le plus de résilience possible. Et donc tous mes nœuds sur mon cluster, vous savez qu'il y a des nœuds managers ou des contrôleurs et puis des nœuds workers qui exécutent mes applications. Et imaginez que j'ai 10, 20, 30 nœuds. Il y a des clients qui me disent si je veux avoir le max de disponibilité possible et que tous mes managers sont aussi capables d'exécuter des containers finalement applicatifs, autant passer tous mes nœuds managers. Et comme ça, j'aurai une super haute disponibilité, quel que soit le problème que j'ai sur 1, 2, 3, 4, 5 nœuds, finalement, je serai toujours en haute disponibilité. Donc, ça paraît une bonne idée entre nous. En revanche, ce n'est pas une bonne idée du tout quand je commence à avoir un gros cluster. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces managers d'un cluster Docker discutent entre eux. Il y a une sorte de quorum de décision qui leur permettent de prendre des décisions. L'orchestrateur doit contacter tous les nœuds managers afin de s'assurer que tout le monde est bien d'accord pour déployer en fait un container à tel endroit. Et donc, plus mon cluster est gros, si tous mes nœuds sont managers, plus le temps de décision va être important, puisque tous les nœuds du cluster doivent donner leur avis pour déployer un nouveau container. Et donc, ce n'est pas du tout une bonne idée d'avoir que des managers dans un cluster. Il faut garder un nombre de managers intéressant pour de la haute disponibilité. En général, le nombre magique, c'est 5. Mais pas aller au-delà, sauf si j'ai vraiment un besoin, parce que j'ai un très très gros cluster. Pourquoi 5 ? Parce que je suis dans un quorum de décision, donc il me faut un nombre impair de nœuds pour prendre une décision en haute disponibilité. Le nombre minimum pour de la haute disponibilité, c'est 3. Donc ça, c'est bien, je peux fonctionner. J'ai beaucoup de clients qui fonctionnent avec 3 nœuds managers pour faire de la haute disponibilité. Donc ça me permet d'arrêter, par exemple, ou de planter un de mes managers et de continuer à pouvoir prendre des décisions et mon cluster fonctionne. En revanche, ça ne me permet pas de faire de la maintenance sur mes managers. Imaginez que j'ai une maintenance à faire sur le serveur sous-jacent. J'ai des disques à changer. Il faut que j'arrête le serveur.
Et donc si j'arrête mon serveur, mon quorum fonctionne toujours puisque j'ai 2 serveurs. Et si à ce moment-là, j'ai un plantage d'un de mes 2 autres serveurs, je perds mon quorum et je perds mon cluster. Et donc, c'est intéressant d'avoir plutôt 5 nœuds managers. Ça me permet d'avoir un nœud en maintenance et de toujours tolérer une panne. Enfin, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Un autre exemple, qui est plus difficile à imaginer, c'est des clients qui me disent « j'ai monté une super plateforme, génial, elle marche bien, sauf que personne ne veut venir dessus, personne n'est au courant en fait qu'on a un cluster, ou alors, au début de la mise en œuvre de mon cluster, j'ai prévenu tout le monde, ouais super, on va avoir un cluster Docker, sauf que j'étais pas tout à fait prêt en fait. La plateforme n'était pas encore prête, les développeurs sont arrivés, ça marchait pas très bien, ça plantait, et tout le monde pense que finalement la plateforme Docker marche pas. Au moment où moi j'ai réglé tous mes problèmes en production, que ma plateforme elle marche vraiment bien, personne ne veut venir sur mon cluster. Donc ça c'est pareil, c'est une erreur qu'on peut faire quand on n'a pas l'habitude de déployer correctement une plateforme. Ça n'a rien à voir avec de la technologie, ça n'a rien à voir avec Docker, c'est juste une méthodologie de communication. Il faut communiquer en interne sur la disponibilité de ce type de plateforme, mais au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, pour être sûr que tout le monde puisse profiter de la plateforme au bon moment. Un autre exemple, quand mes applications démarrent, souvent il y a pas mal de paramètres à aller chercher au boot, et il y a plusieurs méthodes pour aller paramétrer mon application. Et j'ai plusieurs clients qui utilisent Git pour pouvoir aller chercher les paramètres. Ça paraît une excellente idée, une très très bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Git, ça me permet de versionner mes paramètres, ça me permet d'avoir plein de branches possibles pour différentes versions de mon application. Finalement, c'est une super idée. Globalement, j'ai mon container qui démarre. Le script de démarrage va faire un appel à Git pour récupérer la dernière bonne version de tous les paramètres. Je récupère tous mes paramètres en local en faisant un pull et puis je roule. Donc ça, bonne idée. Sauf que toutes les implémentations de Git ne sont pas forcément réalisées en disponibilité. En général, ce n'est pas un service qu'on met franchement en disponibilité. Et si mon Git est tombé pour une quelconque raison, j'ai plus aucun container qui démarre. Et donc là, je suis quand même très très embêté en production. Donc ça, c'est une vraie fausse bonne idée en fait. C'est le genre de choses qu'on peut réaliser uniquement si on a une infra Git interne extrêmement résiliente. Et puis, j'ai commencé à vous parler de cette problématique-là. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs approches pour patcher des containers. Certains patchent violemment, en fait, c'est-à-dire j'ai un patch à passer, une vulnérabilité dans une de mes images de base. Je crée une nouvelle version, je modifie tous les Docker files et je rebuild systématiquement tout le monde et je redémarre tout le monde. Donc c'est une solution possible. C'est un peu extrême en termes de comportement par rapport aux applications. Il y a peut-être un juste milieu à réaliser qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir patcher des applications, enfin en tout cas faire tenir compte de nouvelles versions d'images à des applications de manière un peu plus coopérative que ce type de méthode. Dans la réalité, en fait, on s'aperçoit que le déploiement de ce type de plateforme Docker suit à peu près toujours le même chemin, le même cheminement. On commence par un POC. Une fois que le POC a prouvé en fait la technologie, ce POC en général, je le fais sur un environnement, une application qui a pas vraiment d'enjeu pour moi. Une fois que j'ai prouvé en fait que cette technologie va pouvoir m'apporter pas mal de choses en termes de DevOps, d'automatisation, de résilience, je vais passer en production. En général, on passe en production avec, je dirais 2-3 applications. Mais là, c'est pour faire de la vraie production. C'est une phase dans laquelle on va designer la plateforme, designer l'application, choisir l'application. Le choix de l'application est assez important. Parce qu'en fait, il faut que ce soit représentatif des applications qui s'exécutent chez moi. Un choix d'une application qui est basée sur un framework très utilisé,
chez moi. C'est assez intéressant parce que si je prouve que l'application marche bien, je vais pouvoir répliquer très rapidement. Il ne faut pas que je prenne quelque chose de trop compliqué non plus à migrer pour cette première application. Voilà. L'objectif de cette phase de mise en production applicative, c'est vraiment à la fin de cette phase-là d'avoir 1, 2, 3 applications sur une plateforme en production avec les équipes opérations qui vraiment opèrent cette partie en production. Il y a une phase suivante qui est importante aussi, qu'on appelle Production at Scale, qui permet de passer de cette gestion de 1, 2, 3 applications à une gestion massive d'applications, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'applications qui vont s'exécuter sur mon ou mes clusters. Et à nouveau, dans cette démarche-là, la technologie, les outils, c'est quelque chose d'important. La méthodologie de mise en œuvre, la formation des différentes équipes est extrêmement importante. On n'opère pas des containers sur un engine unique de la même manière qu'on va opérer une plateforme complète de containers. Et donc, cette méthodologie qu'on a identifiée chez Docker à partir des différentes implémentations, elle est toujours déroulée de la même manière. On commence forcément par ce POC dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, on fait une sorte d'analyse de l'existant en termes de compétences autour des containers. Ce n'est pas forcément des compétences uniquement containers, vous l'avez compris en fait, c'est des compétences aussi de production, de gestion de production. Et donc, on essaye de calquer en fait toutes les opérations de containers sur les compétences existantes de manière à pouvoir identifier là où je vais avoir besoin de formation, là où il va falloir adapter un certain nombre de processus, là où je vais pouvoir former par exemple les développeurs à un bon design applicatif pour faire de la production. Je peux être un excellent développeur Docker, mais mon application ne s'exécutera pas en production parce que j'utilise un certain nombre de paramètres Docker qui sont interdits lorsque je fais du multi-tenancy. Les cases qui sont au milieu, c'est ce qu'on appelle les workstreams, les différents sujets importants de cette méthodologie. Il y en a 4. La gouvernance, la plateforme, le pipeline d'intégration et les applications en elles-mêmes. La gouvernance, j'en ai beaucoup parlé, c'est extrêmement important. On commence par cette partie gouvernance pour pouvoir former les différentes personnes aux opérations Docker, au développement Docker, à la formation aussi. On forme des formateurs internes de manière à pouvoir avoir des équipes d'experts dans les entreprises qui vont rendre visite aux différentes équipes de développement pour leur expliquer comment adapter leur développement Docker à de la production. Donc ça, c'est la partie gouvernance. La partie plateforme, vous devez vous en douter, elle consiste à l'architecture et au déploiement d'une plateforme d'exécution de containers en production. Pourquoi c'est important de travailler cette plateforme? Vous pouvez vous dire, finalement, c'est pas compliqué, j'installe des nœuds, j'exécute un cluster et puis roule, ça marche. Dans la réalité, en fait, il y a différentes manières de déployer une plateforme de containers. Il y a différentes fonctions que ma plateforme de containers peut déployer pour les applications. Et il faut que cette plateforme, ces fonctions, correspondent aux besoins des applications qui vont être développées. Et donc, c'est important de travailler avec les applications. Le pipeline, c'est aussi quelque chose qu'on réalise systématiquement. Tout le monde, en général, veut faire de l'intégration continue et du déploiement continu avec du Docker. Donc, cette partie d'étude pipeline consiste soit à adapter un pipeline d'intégration continue existant pour faire du container, soit à créer un nouveau pipeline si vous n'avez pas de pipeline existant. Pour vous aider en fait dans ce déploiement et ces mises en œuvre en production de containers, sachez que chez Docker, et d'ailleurs Triptych est l'un de nos formateurs officiels Docker, on édite des formations spécifiques qui ne sont pas des formations Docker Run, quoi. On n'est pas là pour vous apprendre à votre première étape comment fonctionne un container. Il y a plein d'outils qui existent sur Internet gratuitement pour vous former. Je vous en ai mis un là en haut qui s'appelle trainingplaywithdocker.com, gratuit, accessible à tous, pour pouvoir apprendre les containers. Non, ces formations-là, elles sont faites pour apprendre à opérer des environnements Docker en production. Comment est-ce que je fais pour débugger en prod une application qui ne marche pas? Comment est-ce que je développe correctement une application pour qu'elle soit compatible avec de la production? Voilà. Elles sont associées, ces formations, à des certifications diplômantes. Vous pouvez avoir un vrai certification, un vrai diplôme d'expert Docker pour faire de la production.
On peut vous aider aussi d'un point de vue service. Toute cette méthodologie, vous pouvez la dérouler avec nous, avec nos partenaires, de manière à pouvoir vous assurer que tout va être déployé correctement en production. En ce qui concerne la plateforme, aujourd'hui, Docker est le leader de l'ensemble des plateformes de containers en production. Il y en a d'autres, en fait. C'est un peu petit, vous ne voyez pas, nous on est tout en haut à droite, là-haut. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, la plateforme Docker aujourd'hui est reconnue comme étant celle qui est la plus aboutie en termes de déploiement de containers en production. Si je récap un peu tout ce que je vous ai raconté pendant cette session, aujourd'hui on fait de la production en fait, avec Docker. Depuis pas mal de temps, 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, avec des centaines de clients en production, des vrais clients avec de la grosse production, beaucoup de containers, beaucoup de serveurs, des gros clusters, différents types d'applications on-prem sur le cloud. Donc on commence à avoir vraiment cette expérience dans le domaine du déploiement de containers. J'espère que vous avoir convaincu que jouer avec un engine Docker sur son poste et déployer une plateforme de containers en production, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Et il faut avoir des compétences et de l'expérience adaptées à ces deux environnements. Je ne fais pas les choses de la même manière dans les deux environnements. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la responsabilité. Parfois, c'est une chose de pouvoir tout designer soi-même, tout supporter soi-même en production. Ça peut être intéressant de transférer la responsabilité de l'exploitation à quelqu'un d'autre, d'un point de vue logiciel et d'un point de vue exploitation. Ça m'évite à moi de gérer mes problèmes si jamais j'ai un problème en production. Les compétences, c'est extrêmement important, c'est une très bonne base, mais à nouveau, ça ne suffit pas. Il faut aller en production, il faut gagner en expérience pour pouvoir savoir vraiment comment déployer ces environnements. Prenez en fait les bons trainings et à nouveau, ce qu'on vous propose avec Docker, c'est toute cette partie formation adaptée à la production. Voilà, j'espère que je vais pouvoir m'en sortir avec toutes mes prises électriques à la maison. En tout cas, côté production Docker, sachez que voilà, on est capable, grâce aux outils et à une méthodologie, d'assurer un déploiement avec succès dans 100% des cas. Et ça, dans différents types d'environnements et pour différents types d'applications. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.